Ça fait du bien de dormir dans un vrai lit. J'ai surtout pu recharger toutes mes batteries. Et là, je prends conscience que putain, j'en ai du bordel. Hein. 3 batteries externes, le drone, 2 lampes, le téléphone portable. Putain, il me faut une multiprise comme ça pour pouvoir tout brancher. C'est n'importe quoi. Dormir dans un vrai lit, c'est pas seulement avoir un matelas et des coussins et une couverture. C'est sûr, on dort bien là-dessus, mais je veux dire, dans une tente, on peut bien dormir aussi à même le sol. Ce qui permet de passer une bonne nuit, c'est aussi le silence total. Le noir absolu, le fait d'être vraiment les volets fermés, tout ça. Et de se sentir en sécurité, entre 4 murs. Et ça, c'est quelque chose, quand on fait du bivouac et qu'on est en pleine nature, qu'on n'a pas toujours. On peut avoir le silence, mais des fois, on peut avoir la lumière qui nous dérange, ou alors des fois, on peut avoir le noir total. Mais on peut entendre du bruit à l'extérieur, donc on se sent pas en sécurité. Et c'est tous ces petits trucs qui font qu'en fait, toute la nuit, tu la passes sur une sorte de tension, qui fait que tu te reposes pas vraiment, tu es toujours un peu crispé. Que là, je crois que j'ai fait un blackout total. Là, j'ai bien dormi, j'ai bien récupéré là. Ah, le bon café. On y va? Tu me ramènes donc à AXA? Ouais. Bon, en tout cas, merci, ça m'a fait un bien fou et là, mes piles sont rechargées, quoi. Ma batterie est pleine. Et toi, au début, tu t'attendais à ça? Tu as compris que tu allais entretenir des chemins de rando? Ah oui. C'est-à-dire que tu te balades avec un pinceau et un pot de peinture ou c'est un tampon? C'est quoi en fait qui fait le marquage? C'est un tampon. C'est un tampon. Et tu trempes ça dans un pot de peinture? Et flash, c'est tout? Ouais. Des fois, tu sens qu'il y a un amour qui est fait pour ce tampon. Tu sais, la zone où il y a le marquage, elle a été un peu poncée, nettoyée, les petites branches coupées autour. Ouais, c'est ça. Pour le voir de loin en fait. Comment tu sais toi en tant qu'employé? Comme toi, carte hygiène. T'as une carte hygiène? Ouais. Parce que tu dois dire que là ça tourne à gauche ou là ça tourne à droite. Ou que là c'est un refus. T'as la croix aussi, t'as un tampon croix. Oui, tout ça après c'est des notions que t'apprends. C'est un vrai boulot, sauf qu'en fait c'est dénigré. Au détriment des chasseurs. La compensation des chasseurs en fait. Le tourisme rapporte trop de fric en peu de temps. C'est quoi le conflit chasseur-randonneur? Je comprends pas. L'argent de l'État part plutôt dans les chasseurs, c'est ça? Ouais, parce que les chasseurs payent les impôts. Ils rapportent plus d'argent indirectement. Ah ok. Les touristes rapportent beaucoup d'argent mais en peu de temps en fait. Oui, ils payent pas d'impôts. Du coup l'État met moins d'argent dans l'entretien des chemins de rando, c'est ça? C'est ça. AXA. On y est. Du coup pour te remercier, je te laisse ma... Ça te va? Nickel, merci mec. Bah c'est moi qui te remercie parce que déjà tu m'allèges le sac. Et franchement elle est bien mec, hein. Elle est grande pour faire des siestes sur l'herbe et tout, c'est pas mal. Hein. Allez go. Je quitte en cette fin de matinée le village de AXA, là où je suis arrivé hier et où j'ai retrouvé mon ami. Voilà le marquage. On continue, on est toujours sur la variante sud du sentier Qatar. Ça m'a fait du bien. On voit le petit village d'AXA en contrebas. Là j'adore, là on se sent vraiment... il y a vraiment une ambiance Pyrénées montagne que j'aime. Donc ce petit village AXA en contrebas, c'est là où mon ami m'a ramené pour que je continue ma route. Bonjour tout le monde, je m'appelle Céleste Grant et bienvenue sur la chaîne Bunker Sauvage. Vous regardez le 8e vlog de mon 8e jour de marche sur le GR 367. Alors, petit briefing de ce qui s'est passé. Hier, je suis arrivé à AXA, j'ai retrouvé un ami et ça a été un peu ma journée off. Il faut s'écouter les gens. Quand vous avez l'occasion de vous reposer, de vous ressourcer, c'est pour mieux continuer ensuite. Ça m'a fait un bien fou déjà de voir un visage amical, ensuite de bien manger, de bien se reposer, voilà, d'être pas dans une journée
sous le signe de l'effort, je me suis un tout petit peu allégé du sac. J'ai donné la peau de bête à mon pote parce qu'en fait il vient d'aménager là où il m'a accueilli et du coup pour le côté un peu déco et pour le remercier de son accueil, ça me faisait plaisir de lui donner cette peau de bête. Et puis même moi ça m'arrangeait sur 2 points. La peau de bête était un peu lourde et ensuite elle avait un petit défaut cette peau de bête, parce qu'elle a tendance à perdre ses poils. Dans les duvets tout ça, je mettais des poils partout, exactement comme quand tu sors du coiffeur et que tu as des petits cheveux partout, ça pique, ça gratte. Ça me faisait ça version peau de bête quoi. Du coup je pense que j'essaierai de me retrouver une autre peau de bête et je partirai plutôt sur du mouton. On est toujours dans le département de l'Aude. Et d'ailleurs Axa, ça veut dire Aude. C'est de l'occitan Axa hein, qui veut dire l'Aude, parce que l'Aude c'est la rivière qui passe ici. Il s'est passé aussi un truc assez marrant hier. C'est que le fait que je savais que c'était ma journée off, ma journée un peu de repos, à mi-parcours, tu vois, là ça fait à peu près une semaine que je marche. J'ai encore à peu près, un peu moins, mais j'ai on va dire encore une semaine de marche. Le fait que je savais que c'était ma journée off, il y a mon corps qui s'est comme relâché, détendu, décrispé. Et du coup, hier je crois que j'ai jamais été autant fatigué qu'hier. C'est-à-dire que vraiment hier, dès l'instant que j'étais dans la bagnole de mon pote, j'avais envie de piquer du nez, j'avais envie de dormir, j'avais même pas l'énergie de parler. Ensuite j'avais faim, j'avais tout le temps envie de manger. Ensuite des douleurs mais incroyables. Genre j'ai l'impression que tout mon corps s'est réveillé d'un coup, les douleurs. J'avais le genou explosé, le genou gauche, les pieds en PLS. Et bien la douleur de mes pieds s'est littéralement réveillée. J'avais l'impression d'avoir des épines sous chaque orteil, des courbatures, j'ai des bleus qui sont apparus, genre j'ai un ongle, on sait pas pourquoi il a viré bleu. Mon corps s'est littéralement relâché, les muscles décontractés. J'avais le dos en compote, je me suis mis dans le lit, je pensais faire un peu de montage tranquille, des vlogs. Que dalle quoi, j'ai allumé mon portable 1 seconde, boum, je suis tombé. Et ce matin au réveil, je me sentais lourd, même si j'ai bien dormi. Je sais pas comment vous dire, je me sentais cassé en deux. Et, le pire c'est que ce matin j'avais une sorte de... J'avais le nez qui coulait. Comme si j'étais malade, comme si j'avais chopé un coup de froid, tu vois. Alors que j'ai pu prendre une bonne douche chaude hier, je me suis lavé les cheveux, tout ça. Et non, en fait la retombée m'a fait que d'un coup tout s'est déclenché quoi. J'avais le nez qui coulait, mal partout. C'est fou hein. Comme quoi c'est la preuve que quand on est dans l'effort, dans la grimpe, en permanence, dès que tu te réveilles le matin jusqu'à ce que tu te couches le soir, ton corps il tient en fait. On a des réserves insoupçonnées, on a une force insoupçonnée. Beaucoup de gens me disent « Putain mais comment tu fais pour marcher par cette chaleur avec un gros sac à dos et tout ?» Mais je vous dis en fait, c'est psychologique, une fois que tu te dis « Bah vas-y j'y vais, de toute façon j'ai pas le choix », ton corps il se tait, il arrête de te faire chier avec des symptômes. Là je vous ai dit par exemple que j'avais mal aux pieds et aux genoux. En fait, mon corps il se dit « Bon, je vais arrêter de lui dire qu'il a mal aux pieds, aux genoux. Là, il est en train de marcher, on va le laisser tranquille. » Donc en fait, tu marches. Là, au moment où je vous parle, j'ai aucune douleur. Là, ça va. Je comprends pas. Alors que hier, je me serais jamais dit, je vais repartir. Hier, je me serais jamais imaginé pouvoir repartir. Même moi, je me suis dit à un moment, putain, mais comment je fais pour marcher par cette chaleur et avec ce putain de sac? C'était inconcevable pour moi hier. Alors que pourtant, quand j'y suis, ça me paraît tellement une évidence. Je vous assure, si là vous me regardez, vous dites je sais pas comment il fait, je sais pas comment il fait, mais faites, vous allez voir, en fait c'est totalement faisable. Vous savez, c'est pas exceptionnel ce que je fais. Hein. Je parle beaucoup, je fais du vlog, il y a un délire mégalo, j'ai conscience de tout ça. Mais c'est pas exceptionnel ce que je fais. Vous pouvez vraiment le faire. À qu'importe votre âge, vous pouvez le faire, croyez en vous, c'est tout. Retrouver une forme d'insouciance, voilà, c'est tout, marcher, trouver un sentier, une balade et faites. Chez mon ami aussi, il y a quelque chose sur quoi j'ai tiqué. C'est qu'il avait des bouquins de la région qui décrivaient un peu la faune et la flore du coin. Putain, je suis tombé sur un truc que j'avais pas envie de voir. Apparemment, il y a des loups et il y a des ours ici. C'est le genre de truc que t'as pas envie qu'on te le confirme, quoi. Ouais, apparemment, cette année, c'est l'année où ils ont compté le plus de retours de loups dans la région et aussi d'ours. Putain, moi qui voulais l'aventure Qatar, je vais la voir, là. Va-t-il se faire bouffer les couilles? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vous balance tout en vrac, hein, vous ferez le montage vous-même avec votre tête. Hein. En clignant des yeux, comme ça, vous ferez les cuts. Quand tu marches, je mange pas tant que ça, en fait. On pourrait croire que je manque d'énergie, que j'ai besoin de vitamines, de manger beaucoup. Pas du tout. Au contraire, mon corps, il réclame très peu de choses.
À la rigueur, c'est l'eau. J'ai besoin de beaucoup d'eau. J'ai remarqué aussi que je fais pas énormément de pipi. Parce que je suis tellement en transpiration H24 que finalement, mais par contre, j'ai pas non plus très faim. Tu vois, limite le matin, je mange une barre de céréales, point, je suis calé quoi. Alors que là, ce matin, vu qu'on était en mode confort, café, tartine, tu vois, là j'avais l'appétit ce matin. Pareil hier soir. Hier soir, il a cuisiné une sorte de paella maison, enfin c'était trop bon. Et je l'ai explosé. Je me suis servi 3 fois. Je suis parti me coucher, j'étais en PLS, mon bide il n'en pouvait plus. Quand je marche comme ça, je mange quoi le soir? Les repas c'est un peu toujours les mêmes. Hein. Il y a une tomate, il y a un Babybel, il y a un bout de pain, 1 ou 2 tranches de sauciflard, et le reste c'est cacahuètes, raisins secs, noix de cajou, c'est ça. C'est tout, mes repas c'est que ça. Et ça me va, hein. Le soir je me couche, j'ai pas le ventre qui gargouille, j'ai pas faim. Mais là hier quand j'avais le mode repos activé, genre un appétit d'ogre. C'est la preuve que notre corps est bien plus puissant qu'on le pense et que en fait c'est lorsqu'on est dans le confort et dans la non tension en fait, j'ai envie de dire hein. Le fait d'être aux aguets comme ça, toujours à l'affût, de trouver un endroit où dormir ou de pas se faire attaquer par une bête, le fait de grimper, d'être dans l'effort, votre corps en fait il sait s'adapter. Votre corps se dit ok, là Céleste il est en mode effort, aventure, il est en mode survie en fait, hein. C'est tout simplement ça, hein. Votre corps se met en mode survie. Il est là, on n'a pas le temps de manger, on n'a pas le temps de s'arrêter pour faire pipi, on n'a pas le temps de dormir profondément. Donc en fait, tu es toujours un peu sur le qui-vive, et ce qui fait que, ah merde, il vient de se faire mal aux pieds. Tu sais, et il y a les nerfs qui sont là, non, n'envoyez pas le signal au cerveau, on s'en fout, il avance. Il y a peut-être un ours derrière nous, avance. Ton corps, il t'aide à survivre. Ah les gars, il a fait un bel effort, on pourrait manger. Non, ferme-la. Il léchera un caillou comme tout le monde. Allez là, on avance, pas le temps de s'arrêter. Le corps est en mode survie. Mais t'as plus tous ces trucs. T'as plus la faim, t'as même pas sommeil. Je veux dire, moi j'ai des journées là où je me lève à 7h, je me couche à 23h, minuit. Et je manque pas de sommeil. Et pourtant, toute la journée, je suis dans un putain d'effort. Le corps est incroyable. Et je m'en suis rendu compte principalement hier, en étant dans cette journée off, où juste parce que dans ma tête c'était en mode aujourd'hui c'est tranquille, putain j'ai eu la retombée mais ultra violente. Et limite la reprise là, elle est presque un peu dure quoi. Sachez les amis que votre corps, c'est votre bien le plus précieux. Quelque chose de sacré, votre corps, c'est votre église, c'est votre sanctuaire. C'est ce qui abrite votre âme, votre esprit, votre cœur. Et si vous ne croyez pas en tout ça, dites-vous au moins que c'est ce qui abrite votre conscience, votre cerveau. Vous êtes aimé par vos proches et que vous pouvez aimer. C'est quelque chose de précieux le corps. Donc prenez-en soin, faites-lui confiance. Et maintenez-le, ne laissez pas pourrir sur un canapé, à mal manger, à mal boire, à fumer. Et attention, je suis pas moralisateur parce que moi je suis le premier à picoler quand j'ai l'occasion, je suis le premier à tirer sur une clope quand j'ai l'occasion. De temps en temps, j'essaye de me faire une cure comme ça, manger peu, boire peu, faire un effort intense. Et voilà, et en plus de ça, dites-vous que ça vous fait perdre du cul et du ventre. Donc là, pour l'été, là c'est parfait. Moi après cette rando, c'est bon là. J'aurai le corps que je veux pour la saison quoi. Eh ouais, ça marche comme ça les gars. Le corps, c'est quelque chose de sacré. D'ailleurs, en parlant de ça, on va faire un lien avec les Cathares. Quelle était leur vision du corps? Le corps, pour eux, c'était une prison qui renfermait l'âme. L'âme immatérielle, quelque chose de pur, et le corps matériel, quelque chose d'impur. Ils avaient, je vous ai dit, ce précepte de dualité, qui pouvait aussi se nommer le manichéisme. Pour eux, c'était soit tout est bien, soit tout est mal. Pas d'entre-deux, c'est ce que j'aime chez eux. Tu vois, c'est des gens extrêmes, moi je suis comme ça. Pas le temps d'être neutre, pas le temps d'être au milieu. Soit tu dis oui, soit tu dis non. Pour eux, le corps était quelque chose d'assez mauvais. Mais en fait, la mort était une libération. En gros pour eux, il y a 2 dieux. Il y a le dieu bien, le dieu du bien, le dieu de l'amour, de la lumière, qui est dans l'immatériel et qui ne ferait jamais cette création qui nous entoure. Ça, c'est l'œuvre d'un dieu mauvais, d'un dieu mal. C'est comme dans les légendes, vous savez, quand il y a les deux entités qui s'affrontent depuis des millénaires. Le bien contre le mal. Pour eux, là, l'existence qui nous entoure, c'est la preuve qu'il y a un Dieu mauvais qui veut qu'on souffre et qui a enfermé nos esprits, qui les a fait chuter des cieux pour les enfermer dans des enveloppes charnelles qui ne sont que matérielles, séduction. Et c'est pour ça que les Cathares ne voulaient plus faire l'amour, ils ne voulaient pas procréer, déjà parce qu'ils respectaient la femme, mais aussi parce qu'ils ne voulaient pas enfermer une nouvelle âme dans un corps. Ils voulaient laisser ce qui appartient au monde de l'immatériel, du spirituel et donc du bon, ils voulaient laisser ça dans les cieux. Donc voilà, ils avaient décidé d'arrêter de se reproduire. Lorsqu'ils atteignaient ce niveau, on les appelait les parfaits. Les parfaits, c'était l'équivalent des prêtres en fait. C'était des hommes
qui respectait tellement le qatarisme et les concepts des Qatars, que du coup, des bons hommes et des bonnes dames, ils passaient une épreuve, enfin, il n'y a pas une épreuve, mais un sacrement qu'on appelle le consolament. Et là, seulement après, c'était des parfaits, des genres de prêtres qui pouvaient prêcher la bonne parole. C'est pour cette raison que le Qatar, lorsqu'il était face à la mort, face à un inquisiteur, qui lui disait, écoute, la vie ou la mort, soit tu te convertis, soit je te tue, il préférait la mort, parce que pour eux, c'était enfin la libération. Mais ils ne voulaient quand même pas se suicider, parce que pour eux, ça restait quand même un péché. Par contre, quand la mort se présentait à eux, ils étaient presque... C'est dur à imaginer, hein, mais ils étaient presque contents, quoi. D'accepter la mort de cette manière, c'est assez impressionnant. Bref, j'ai beaucoup parlé pendant cette montée. Arrivée imminente sur un nouveau petit village perché dans les montagnes. C'est assez joli là, ça me fait penser quand même à la Corse. Ah, je sais pas le nom de ce village, je me demande si c'est pas un truc genre Keila. Il m'avait semblé voir ça sur un panneau un peu plus bas. C'est bien ça. Keia. C'est agréable quand tu es en pleine montagne et que tu marches. Tu as l'impression que tu vas pas croiser quelqu'un avant longtemps. En fait, tu arrives sur des petits villages comme ça, perchés. Petite fontaine d'eau ici. Petite poubelle, petite table. On va se faire un petit break 2 secondes. Est-ce que vous connaissez cette sensation quand t'es gamin là, que c'est le week-end, t'as des devoirs à faire pour le lundi, t'es déjà le samedi, ça te stresse, tu veux pas les faire et tout, tu veux t'amuser. C'est le dimanche arrive et tu les fais au dernier moment, tu les fais le dimanche soir à 20 h avant d'aller au lit. Parce que tu sais que lundi tu risques d'avoir un contrôle. Et en les faisant, tes devoirs le dimanche soir, tu te dis putain mais en fait ça va, c'était simple. Bon, genre tu t'en veux presque, tu te dis mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? Pourquoi je ne me suis pas juste assis voilà, dès le vendredi soir en rentrant de cours? Comme ça j'aurais été tranquille pour le week-end, j'aurais pas eu ce stress permanent qui traîne au-dessus de moi de vite faut que je fasse mes exercices, mes devoirs. Vous voyez cette sensation, on dit souvent d'ailleurs que l'appétit vient en mangeant, donc c'est-à-dire qu'il faut voir à manger pour commencer à saliver et que ça ouvre l'appétit. C'est aussi en forgeant qu'on devient forgeron, tu apprends en tapant, tu dis ah ben tiens je suffisait que je me lance. La rando c'est exactement pareil, la randonnée c'est ce truc de t'es assis chez toi, t'es tranquille, t'es dans ton confort, et t'as pas envie d'y aller, mais moi je suis comme vous, hein. Des fois je suis là genre, ah putain, flemme d'escalader la montagne là-bas, que je vois au loin et tout, ah, envie de me poser, ah, je sais pas comment ils font, ces sportifs là, tiens, récemment il y avait le Tour de France, quand toi tu es dans ton truc climatisé, et tu regardes les cyclistes, les coureurs, en plein soleil d'été, en train de faire des grimpes, des ascensions pas possibles, tu dis non mais je sais pas comment ils font, moi je serais déjà en PLS. En fait, figurez-vous les amis que non, c'est exactement comme cette sensation quand tu commences à marcher, et ben c'est comme quand tu fais tes devoirs plus petits. Tu te dis mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt en fait? Pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? C'était pas si compliqué, je m'en étais fait toute une montagne justement, et au final une fois parti, une fois démarré, tu dis ben en fait ça va, c'est totalement faisable. Bon ben c'est ce premier pas, mais je vous assure c'est pas une expression, c'est vraiment le premier pas physiquement qui est compliqué à faire. Mettez un sac à dos sur les épaules, même si vous n'êtes pas un marcheur, remplissez-le de quoi vous manger, boire, vous tenir chaud, dormir, et partez. Vous allez voir, le premier pas sont les plus durs, mais déjà à la fin de journée, ça y est, vous serez déjà dans le truc. Il faut simplement laisser le temps à votre corps un peu de comprendre ce qui se passe, parce qu'il y a un changement de rythme, de sommeil, et un changement aussi d'alimentation. Donc vous allez voir, si vous allez par exemple à la selle tous les jours, en rando, il y a un petit moment d'adaptation où pendant 2-3 jours, il se passe plus rien. Et non pas pour faire genre, regardez, moi je suis un sportif, vous êtes tous des merdes devant votre canapé. C'est pas du tout ça les amis. C'est simplement parce que je veux votre bien, c'est tout. Je sais que c'est quelque chose qui est super agréable et on en sort meilleur. Covid et tout ça, il n'y a même pas besoin de se faire vacciner à partir de ce moment-là, quoi. Quand tu t'entretiens. Écoutez ce conseil, je vous le donne. Si vous êtes un peu paumé dans votre vie, que vous êtes un peu tristoun, si ça va pas trop pour X raisons, mais même si ça va bien en fait, même si vous êtes heureux et tout, je vous donne ce médicament qui s'appelle la marche, la nature. C'est tout. Vous allez voir, au bout d'un jour, vous serez guéri de tous vos maux. Bon, prenez une carte aussi, parce que là, moi, je sais plus trop où il faut que j'aille en fait. Les amis, j'ai une bonne blague. Je me suis gouré de chemin, je suis dégoûté. Putain... Ça fait plus de 40 minutes que je marche pour rien.
En fait, j'ai suivi ce chemin rose que vous voyez là, en pensant que c'était le GR. Pas du tout, en fait, au village d'avant, à Keila, il fallait que je continue apparemment sur un truc que j'ai pas vu. Et voilà, le GR 367, il est là. Donc là, je suis pas du tout sur un GR, je suis en train de faire une boucle en fait. Putain, je suis dégoûté. Faut que je revienne sur mes pas, faut que je retourne au village. Les amis, je viens de trouver un pommier en bord de route. Ça, c'est les meilleures pommes. Ah putain. Je vais en ramasser là. Je vais clairement en ramasser. Je suis de retour à Keila, petit village où je me suis gouré de chemin. Lui, il va tomber. Je suis en train de penser à quelque chose. Il me faut des pétards. J'ai envie de pétards. Vous savez, les jouets pour gamins là, que t'allumes avec la petite mèche et que ça explose. Quand j'étais gosse, j'adorais ce truc-là. Bon, bien que ce soit un jeu terriblement dangereux. T'avais les mammouths, vous vous souvenez des mammouths? Tu les allumais, ça pétait, tu mettais ça dans les boîtes aux lettres, ça les explosait. Tu mettais ça sous une conserve, ça la faisait voler. Il me faut absolument des pétards. Vous savez pourquoi je veux des pétards? Parce que là, je viens de regarder sur une carte où je suis, et je suis juste au milieu de rien. C'est-à-dire que de ce côté-là, en face, montagne à perte de vue. Pareil ici, pareil partout. En fait, là, j'ai un très long moment sans croiser personne. Et depuis tout à l'heure, j'arrête pas de voir des panneaux. Attention, veuillez refermer les clôtures, s'il vous plaît. Tu sais, quand tu les passes, parce que t'as un air de dire, il y a des animaux dans le coin. Il faut pas que les loups rentrent ou que les animaux sortent. Mais tu sais, il y a ce petit truc de... Il y a un rappel assez fréquent de... Au fait, il y a des animaux ici, alors soyez prudents. En pleine nuit, imagine, t'es dans ta tente, t'entends du bruit, t'allumes un petit pétard, et puis tu lances ça au loin. Paf, 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 paf. Ouais, je fais l'écho. Je me dis, la bête, elle va être là, genre, qu'est-ce qui se passe? On m'a tiré dessus. Tu vois, là, je vous parle pas des claques doigts, là, je vous parle pas des trucs que tu lances au sol. Hein. Je vous parle des gros pétards rouges, là, avec un tigre du Bengale sur la jaquette, là. Putain, il me faut absolument que je trouve des pétards. Où est-ce qu'on peut trouver des pétards quand on est en pleine nature? Imagine, tu dors là, et puis t'entends une bête s'approcher de toi et tout. T'as 5 secondes pour aller te mettre à l'abri. Paf! Je pense que l'animal sauvage, il sait pas ce qui se passe. Hein. Alors soit il décide de t'achever, il te fonce dessus. D'ailleurs de dire tu te prends pour qui toi pour allumer du soufre ici. Soit bah, il prend peur. Personne n'en parle sur internet. Il n'y a aucune vidéo YouTube de survivalistes qui disent prenez des pétards avec vous. Premier français à le dire enfin sur le YouTube francophone. Dans votre sac de survie et de rando, des pétards pour enfants. Je vois les amis que ces vlogs vous plaisent vraiment beaucoup. Je le vois par le nombre de likes, je le vois par le nombre de commentaires. Tous vos retours, beaucoup de gens m'écrivent aussi en privé sur Instagram ou sur ma boîte mail pour me dire à quel point ils apprécient ces vidéos, à quel point ça les aide et à quel point ça vous fait du bien, semble-t-il. Ça me rend heureux parce que je prends plaisir à tourner ces vlogs, à les monter dans la foulée et vous les diffuser. Donc tant mieux s'ils peuvent vous être utiles. Et je le vois aussi parce que beaucoup d'entre vous se sont mis à me faire des dons réguliers, des dons mensuels sur Tipeee. Tipeee, c'est un endroit où vous pouvez soutenir les gens que vous appréciez, dont vous appréciez le travail. Ça fait de vous après des mécènes. Le lien de mon Tipeee est en description. Je vous jure les amis, ce chemin il est long, il est long. Après il est très très agréable, attention. Hein. Mais là depuis tout à l'heure, c'est ça comme ça, un chemin comme ça dans l'herbe. Et il n'y a personne. J'ai la nature pour moi tout seul. Il n'y a pas un chat, je croise même pas un berger, je croise pas un randonneur, un cycliste, rien. Je me posais une question là, j'en profite pour tourner. Peut-être pourriez-vous m'expliquer quelque chose. Il y a un truc que je comprends pas, un concept que j'arrive pas à comprendre. Comment ça se fait que quand on capte pas avec son téléphone portable, parce que là je capte pas, je peux pas appeler, rien, vraiment hors réseau quoi. Le GPS fonctionne toujours. Je comprends pas ce délire en fait. Comment ça se fait que quand je regarde là sur mon application Géoportail où je me situe, il arrive à me localiser précisément, il voit très bien sur quel chemin je suis. Enfin, faudrait qu'on m'explique en fait ce truc. Genre tu ne captes pas, mais tu captes un peu quand même pour dire ta position. Ça veut dire quoi? Parce que c'est quand même une histoire d'onde tout ça. Pour moi, c'est le simple fait de donner ta position, c'est déjà émettre un signal. C'est que ça émet un code, une connerie qui est réceptionnée par un satellite là-haut. Même plusieurs satellites. Généralement, les GPS, ça marche avec plusieurs satellites.
ou des antennes relais, je sais pas trop comment ça marche. Mais alors, dans ce cas, expliquez-moi pourquoi on ne capte pas, si vous avez la réponse. Et je comprends pas. Après, je me suis jamais vraiment penché sur le problème. Je vais faire un plan là de caméra. Vous savez, ce fameux plan où il y a moi qui marche de dos avec mes gros pieds en avant, qui me sert souvent de vignette. Je vais en faire un là. Et oui, lorsque je fais un plan comme ça, il faut bien que je fasse marche arrière pour venir récupérer l'appareil. J'étais en train de penser au Gore-Tex. Vous savez, cette matière apparemment révolutionnaire, brevetée par la NASA, je sais pas quoi, qui permet d'avoir des vêtements qui ne laissent pas rentrer la pluie, l'eau, la flotte, mais qui permettent très bien l'évacuation de la transpiration. J'étais en train de penser au Gore-Tex et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous l'avez essayé et répondez-moi honnêtement. Est-ce que ça marche vraiment le Gore-Tex? Parce que j'entends un peu tout n'importe quoi là-dedans. J'entends quand même plein de gens qui disent d'être très déçus, genre que le Gore-Tex finalement, t'as les pieds quand même qui transpirent et ça n'évacue pas plus que les autres. T'as quand même le pied humide, tu peux aussi prendre de la flotte. J'entends un peu tout, il y en a qui s'en remettent pas en mode c'est la meilleure invention du monde. Là, me faites pas un discours commercial ou n'en parlez pas si vous ne l'avez pas essayé vraiment sur le terrain, sur le concret. Les gens qui ont investi, parce que les prix des Gore-Tex, c'est genre 10 fois plus cher qu'une chaussure normale par exemple. Si vous avez essayé le Gore-Tex, est-ce que ma question c'est vraiment vous transpirez pas du pied dedans? Genre vous quittez votre godasse, le pied est sec. C'est aussi évacué, aussi frais que lorsqu'on marche pieds nus ou en sandales par exemple. Tu vois? Et est-ce que c'est si imperméable que ça? Si vous foutez vraiment votre pied dans une mare d'eau, dans une flaque, est-ce que vous n'avez pas la chaussette mouillée ou je sais pas quoi? Parce que forcément, si vous me dites oui, non mais si tu marches dans l'herbe mouillée, c'est déperlant. Non, je vous parle pas de déperlant, moi je vous parle si c'est imperméable. Je veux pas savoir si c'est déperlant. Si c'est déperlant, c'est de la merde. Moi je veux savoir si c'est vraiment autant révolutionnaire que ça. Est-ce que tu peux marcher dans de la flotte sans que ça te mouille, sans que ça rentre à l'intérieur? Et est-ce que par contre, si tu as de l'eau à l'intérieur, du style tu as mis une chaussette mouillée ou tu transpires du pied, est-ce que ça évacue vraiment? Je veux une vraie réponse concrète, avec un argument fondé. Et j'ai autre chose à vous demander. Vous savez, je suis arrivé à Port-la-Nouvelle, ça a été mon point de départ pour cette rando, donc c'est derrière moi, hein, en bagnole. Et j'ai garé ma voiture et puis hop, j'ai pris la route. Le truc, c'est que quand je vais arriver à Foix, ma dernière étape, ma fin de randonnée, il faut que je retourne à Port-la-Nouvelle pour récupérer mon véhicule. Donc ma question, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui seraient motivés à me ramener de Foix à Port-la-Nouvelle? C'est-à-dire si vous avez un véhicule, me récupérer à Foix le jour où je termine mon aventure et me ramener à Port-la-Nouvelle. Ah ouais, j'y vais au culot. Non mais déjà, qui tente rien à rien, demande et tu recevras. Je profite d'avoir une communauté, à un moment donné, soyons pas cons quoi, j'en profite. Parce que en fait, les alternatives qui s'offrent à moi, c'est les suivantes. Soit je dois payer un train ou un bus, j'ai pas envie, c'est long, c'est cher, c'est chiant. Et en plus de ça, j'ai pas mon vaccin, j'ai pas de masque, j'ai pas de passe sanitaire. Donc j'ai peur que ça me galère. Soit je dois faire du stop, mais là le stop c'est totalement random. Je vais aussi bien mettre une journée que 3 semaines. Soit je sais pas, hein, soit je rentre à pied, mais après m'être fait dans le sens, je me vois pas le retaper dans l'autre sens. Voilà, donc je demande comme ça une bouteille à la mer, petite annonce, dédicace pour vous. Est-ce qu'il y a une âme charitable qui serait motivée pour... je pourrais lui défrayer l'essence, hein. Attendez quand même, je suis pas un monstre. Juste un aller-retour, de Foix, tu me récupères, on se fixe une date, une heure, et tu m'amènes à Port-la-Nouvelle. Et après, c'est bon. Après, tu peux rentrer chez toi. Bon, les amis, j'arrive sur un village qui s'appelle Marsa. Magnifique cette arrivée là. On arrive directement derrière l'église. Et voilà, j'ai fait ma pause déjeuner. J'ai mangé pour midi au petit village de Marsa qui est derrière moi. Je suis en train de le quitter. Et on va faire un peu une mise au point sur les chiffres. Alors, en termes de kilomètres, depuis Port-la-Nouvelle, mon point de départ, j'ai fait 137 km au total. Et en altitude, on est à 492 mètres, alors qu'on était parti de 0. Petit village de Marsa, en contrebas dans la vallée. Les amis, non seulement ça grimpe aujourd'hui, mais putain, il fait vraiment chaud là. Je sais pas
le degré, mais ouh, ça cogne là. Là, je sens la différence avec les autres jours où il y avait toujours un peu de vent frais ou quelque chose d'assez doux. Là, c'est juste violent, quoi. Je vous raconte pas comment ça grimpe depuis tout à l'heure. Je suis juste en PLS et je voulais vous filmer ça. Croix de la Bastunade, copie, l'original a été volé en 96, Era Romanum Est. Arrivé sur un petit village nommé Kiribjou, quelque chose comme ça. Pas mal cette église. Elles ont vraiment un look méditerranéen pour le coup, les églises ici. Alors que pourtant on commence bien à s'enfoncer dans les terres. Je vais voir si elle est ouverte. Fuck! Bon, l'église est fermée, par contre devant il y a un petit blason qui est intéressant, avec un petit texte dessous qui explique apparemment qu'ici c'était un village de Cathares, et qui se sont fait, comme tous les Cathares, descendre. À l'horizon se dessinent des montagnes de plus en plus hautes. Le petit sentier est assez agréable là. Avant le village de Kirbadjou, c'était vraiment une ascension violente. Là, c'est un peu plus doux. Ça fait du bien. Bon, les amis, je sais que je me répète, mais on passe quand même par des purs décors. Au bout d'un moment, je peux pas vous dire autre chose. Il y a quelque chose que j'apprécie aussi quand tu fais une rando, c'est quand tu arrives dans des villages. Tu sais très bien que c'est des genres de villages que, en voiture, tu aurais été en 5 minutes, peut-être de village en village, et à pied, toi, on sait pas pourquoi, ça te prend 6 heures, quoi. Mais il y a ce truc tellement satisfaisant, quand tu arrives, tu te sens guerrier, tu te sens warrior. Tu as l'impression que les villageois te regardent et disent « What? Il est venu à pied, celui-là ?» Et tu te sens fier, en fait. Ça fait du bien, ce sentiment. Par contre, là, ça fait un petit bout de temps que je ne capte plus. En fait, plus je m'enfonce dans les montagnes, moins je capte, il y a de moins en moins de réseau. Donc pour mettre les vidéos en ligne, c'est compliqué. Et c'est vrai que ça rajoute une petite difficulté en plus d'être dépendant du réseau. Je tombe sur une sorte de motoculteur rebidouillé en tracteur. C'est génial. Vous pensez qu'il marche? Vous voulez qu'on essaye ou pas? Là, j'ai vraiment la sensation d'être bien isolé, bien perdu. Parce que ça grimpe depuis tout à l'heure, je grimpe. Je sens que je m'éloigne un peu de toute civilisation. Les chemins que je prends, c'est pas spécialement des chemins utilisés, tu le vois, l'herbe est haute. Il n'y a pas trop de véhicules qui passent ici, tu sens, ni de randonneurs. J'arrête pas de voir par terre plein de crottes d'animaux. Et du coup, ça accentue le côté sauvage et le côté isolement. Et je me sens entouré par toutes ces montagnes et cette verdure. C'est génial, hein, c'est quelque chose. Tout à l'heure, j'ai regardé une carte. Enfin, le prochain village ou la prochaine ville est assez éloigné. Je pense pas que j'y serai ce soir. Donc ce soir, il y a de fortes chances que je dorme en pleine nature. Vous le sentez, l'isolement là? Je capte très mal là où je suis. Là, j'ai un tout petit peu de réseau. Si vous voyez cette story, c'est que je suis encore vivant. Il y a un vlog qui est censé sortir, mais là, je capte trop mal pour le publier. Bref, restez connectés, restez dans le coin. J'essaie de le mettre en ligne. Bon, ici, c'est une partie un peu lugubre de la forêt. C'est silencieux, j'entends rien. Et aussi, par terre, là, c'est super boueux. Je vois qu'il y a des traces de chevaux. Je vois des fers. Et depuis tout à l'heure, j'essaie de regarder si je trouve, je sais pas, des genres de traces de bêtes. Tu sais, j'essaie de voir si je vois pas des pattes de loup ou des pattes d'ours. Mais en tout cas, il faut faire gaffe parce que là, ça glisse bien
correctement. Après, je vous cache pas que c'est pas désagréable ce petit côté boueux sous le pied là. Ça passe entre les orteils. C'est tellement silencieux que j'ose même pas faire du bruit moi-même, j'ose pas parler ou sortir la caméra. Je me sens obligé de chuchoter. Je suis un peu sur le qui-vive, je sais pas pourquoi. Tu sais, quand mon sac bouge derrière moi, je me retourne pour voir si je suis pas suivi. Ah non, c'est mon propre sac à dos. Je suis suivi par mon sac. Me voici arrivé dans un petit village nommé Coudon. Là, il est déjà tard, donc je vais essayer d'aller voir l'église là-bas, si elle est ouverte et si je pourrais m'y installer. Je me demande si c'est pas ici que les deux variantes des chemins se réunissent. Allez, je vais voir vite fait l'église. De manière générale, quand on arrive dans un village, le marquage nous fait souvent passer par le centre historique du village, donc l'église. Mais là, vous voyez, je vais à l'encontre du chemin, parce que j'ai pas l'impression que le chemin m'y amenait. Et des fois je fais bien parce que vous voyez, eau potable écrit en rouge, comme si elle était pas potable. Ah bah si. Ah bah dis donc. Elle se fait prier celle-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des petites cartes comme ça dans les villages. Et donc là, je vois en bleu Sentier Cathare. Donc moi, j'arrive d'ici, le chemin bleu, sur Coudon. Et là, en effet, je vois un autre chemin bleu qui arrive depuis Guinol. Et du coup, ma prochaine destination, moi, c'est Lafage. Donc c'est bien ici que les deux chemins, Sentier Sud et Sentier Nord, se retrouvent. Les amis, ce petit village aux allures de... pas grand chose, a en fait une putain d'histoire de légende que j'aime trop. L'origine de ce village de 60 habitants reste encore inconnue. Au XIIIe siècle, sa position dominante et les ressources de son environnement naturel firent du plateau de Solt un des pôles de la résistance cathare. La tradition locale raconte que le neveu de Charlemagne, Roland, en personne y serait passé. Elle dit aussi que les fées occitanes, la Sancatadas, hanteraient les hauteurs du village. J'aime trop ce genre de vieilles légendes. Il me reste plus qu'à aller voir l'église. S'imaginer si je rencontre une fée, ce serait top. Et moi je préfère la fellation. Oh putain, c'est ouvert les gars. Oh oui. Église Sainte-Marie. Faux espoir les gens. Derrière la porte, il y avait une autre porte. Qui lui est bien fermée. Bon, l'église étant fermée, je me vois pas dormir en plein milieu du village. Donc je continue mon chemin, je vais essayer de trouver un endroit un peu plus sauvage, un peu plus loin, pour passer la nuit et peut-être rencontrer une fée. Sentier Cathare Sud, c'est de là d'où je viens. Et voilà, Sentier Cathare Nord, par ici. Donc les gens qui font le Sentier Cathare Nord arrivent par ici, au village. Je quitte donc Coudon
Et je suis très content d'avoir enfin terminé cette variante et de poursuivre le chemin dans l'unicité. Les Cathares avaient une version très dualiste du monde, hein. Le bien d'un côté, le mal de l'autre, et finalement ça ne m'étonne pas que sur leur propre sentier il y ait cette idée d'un chemin qui se sépare. Va-t-on aller au sud, va-t-on aller au nord? En tout cas dans les deux cas, je pense que votre chemin sera le bon, mais il est agréable de savoir que maintenant je suis de nouveau sur l'unique chemin disponible. Je n'ai pas la sensation d'avancer sur mon chemin tout en ratant un autre sentier où pourrait y avoir d'autres aventures, d'autres rencontres. Maintenant je sais que je suis de nouveau aligné. Sentier Cathare GR 367. Un joli coucher de soleil là, ça fait des rayons dans le ciel. Très sympathique. Les amis, mon aventure, moi, continue par ici. Mais là, j'arrive pas à l'expliquer. Je sens une bonne onde, une bonne énergie. Et j'ai vraiment envie de me mettre ici, quoi. J'aime bien cette ambiance bottes de paille, coucher de soleil au loin, entouré de montagnes. Je sais, je suis dans un champ et c'est pas toujours apprécié par le paysan ou l'agriculteur. Mais là, je ressens bien, je sais pas, j'aime bien là, le ciel est dégagé, ça s'explique pas, je le sens bien ici. Au pire, je me ferai virer demain matin, hein, c'est pas très grave. Et voici où je vais passer la nuit, les amis. J'aime trop cet endroit. Je sais pas, beaucoup trop d'ambiance. Coucher de soleil. J'ai trouvé la journée particulièrement longue aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le fait d'avoir fait une grosse pause hier et que du coup j'ai un peu du mal à me replonger dans le truc. En plus, moi, en tant qu'enfant des campagnes, l'odeur des bottes de paille comme ça me rappelle mais tellement de souvenirs. Combien de fois j'ai joué là-dedans et qu'on est revenu avec plein de paille dans les t-shirts, dans les pantalons. J'arrête le vlog ici, les amis. Merci de l'avoir visionné. J'espère qu'il vous a plu. J'adore l'endroit où je vais passer la nuit. Peut-être qu'on va rencontrer des fées. Et j'espère pas qu'on va rencontrer d'ours, mais je pense pas, vu qu'il y a de l'activité humaine par ici. C'est pas un lieu fréquenté par les animaux sauvages. Quoi que je dis ça, j'ai filmé une biche tout à l'heure. Merci d'avoir visionné ce vlog. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog sur le sentier Cathare. Allez, bonne nuit tout le monde.